Quand vous regardez cette photo, qu'est-ce que vous pensez voir? De toute évidence, la surface présente quelques bosses mais semble relativement plate, peut-être une moquette. Et pourtant non, ce qu'on voit ici c'est un ballon de basket. Ceci montre qu'une observation d'un objet de trop près peut nous induire en erreur sur ce qu'on pense regarder. C'est sans doute pour ça que certains pensent que la Terre est plate. D'ailleurs, la représentation de la Terre au fil du temps a oscillé entre plate et sphérique, jusqu'à devenir ellipsoïdale, mis à part quelques irréductibles platistes. Et la première fois où la forme de la Terre a été étudiée, c'était en Grèce antique. Vous reconnaissez cet homme-là? C'est Thalès. Si son nom vous dit quelque chose, c'est bien évidemment au théorème qui porte ce nom et qui nous a bien cassé les couilles au collège. Mais il a également été le premier à s'intéresser à la forme de la Terre, qui était pour lui un disque flottant sur un océan infini. Il était à côté de la plaque, mais il aura au moins essayé. Le modèle sphérique de la Terre commence à prendre place avec Pythagore, auquel on attribue l'idée de la Terre en tant que sphère, Eudoxe de Cnide, qui se date d'une carte stellaire pour appuyer ses observations, ou Platon, qui écrit dans le Timée que la Terre était ronde. C'est justement l'élève de Platon, Aristote, qui permit que la théorie de la Terre sphérique soit admise, en posant l'argument de la forme courbée de l'ombre de la Terre, portée sur la Lune lors des éclipses, ainsi que celui de la disparition des étoiles, dans un côté de l'horizon, et l'apparition d'autres étoiles à l'horizon opposé. C'est donc tout content qu'il affirme bel et bien que la Terre est sphérique, et qu'elle est au centre du système solaire. C'était presque ça, mais c'est déjà une bonne avancée. C'est Ératosthène de Cyrène, dont le crâne laissait sans doute supposer le modèle sur lequel il allait se pencher, qui fonde la science qui mesure et représente la surface terrestre, la géodésie. Et non seulement il a fondé la science étudiant la forme de la Terre, mais il a également élaboré une méthode qui permet de calculer son périmètre. En effet, il sait qu'à Sienne, les rayons tombent à la verticale car ils éclairaient le fond d'un puits. Or, à Alexandrie, le phénomène ne se produit pas. Il décide alors de planter un fil de plomb pour en mesurer l'angle entre ce dernier et les rayons du soleil à la même heure. Il mesure alors 7,2 degrés. Il trouva que l'angle correspondant à la longueur de l'ombre valait 1/50e de cercle complet. Il en déduit alors par le théorème des angles alternes internes que les rayons solaires arrivent à la Terre parallèles entre eux. En estimant la distance entre Sienne et Alexandrie à 5000 stades égyptiens de 157,5 mètres de longueur chacun, il multiplie ce nombre par 50. Il arrive à une valeur de 39 375 km pour la circonférence de la Terre, ce qui est incroyablement proche de celle qu'on connaît aujourd'hui. Avant de passer à la suite, faisons un petit aparté sur les parallèles et les méridiens et comment ils nous permettent de nous positionner sur la Terre. On considère un plan perpendiculaire à l'axe de rotation de la Terre, à équidistance des points interceptés par celui-ci sur sa surface, qui la sépare en deux moitiés qu'on appelle hémisphère nord et hémisphère sud. Le cercle passant par ce plan est alors appelé équateur. De la même manière, on peut considérer un plan perpendiculaire à celui de l'équateur et qui passe par les points les plus éloignés de celui-ci, qui sont le pôle nord et le pôle sud. On appelle le cercle passant par ce plan un méridien. Dans le cas des méridiens, leur utilisation pour se positionner sur le globe est un peu arbitraire, dans le sens où on ne peut pas placer de méridien de référence de la même manière que l'équateur. Le méridien de Greenwich, passant par la ville du même nom, a alors été pris comme valeur 0, et c'est grâce à lui et aux autres méridiens qu'on peut mesurer la longitude, qui correspond à la distance angulaire d'un point par rapport au méridien de Greenwich. C'est grâce à l'étude de ces différentes valeurs que la mesure du mètre a été établie par Pierre Méchain et Jean-Baptiste Delambre, le mètre correspondant alors à un 10 millionième d'un méridien. A partir de là, ils imaginent une méthode permettant de calculer une portion d'un méridien et qui porte le nom de méthode de triangulation plane, car elle utilise, vous l'aurez deviné, des triangles. Cette méthode repose sur deux lois, le fait que la somme des angles d'un triangle est de 180 degrés et la loi des sinus. On considère ici un segment de méridien dont on ne peut pas mesurer directement la longueur. La première étape est de tracer plusieurs triangles d'un point à l'autre de la portion de méridien. En réalité, il nous faudrait plusieurs dizaines de triangles pour arriver à calculer la longueur de ceux qu'ont pu mesurer Méchain et Delambre, mais on se contentera ici, en pratique, d'en tracer 4. On a alors 4 triangles ACD, CDE, DEF et FEB. La méthode nécessite que sur l'ensemble des triangles étant superposés sur la portion du méridien, on connaisse au moins la longueur d'un côté et la valeur de deux angles du triangle de départ. Les points M, N et R sont les intersections entre la portion de méridien et les côtés de ces triangles, et c'est grâce à ces points qui séparent la portion de méridien en plusieurs parties qu'on va pouvoir en calculer la longueur totale. On se charge tout d'abord de calculer la longueur AM. On considère qu'on connaît la longueur AC du premier triangle ainsi que deux de ses angles, qu'on peut par exemple mesurer à l'aide d'une boussole par émettant des angles alternes internes et d'un cercle répétiteur. Étant donné qu'on connaît la valeur de deux angles et qu'on sait que la somme des trois fait 180 degrés, on peut en déduire la valeur du troisième. On utilise alors la loi des sinus pour permettre de calculer la longueur de AM, une partie du méridien,
ainsi que celles de CM et CD qui vont nous permettre de calculer les portions de méridien suivantes, celle de CD en nous basant sur le triangle ACD. On répète ensuite de la même manière pour les autres triangles, les valeurs nécessaires pour chacun d'entre eux étant obtenues dans celui qui leur précède. Comme on l'a dit avant, on repère un point à la surface de la Terre par deux coordonnées angulaires, sa latitude et sa longitude. Si on considère deux points de coordonnées différentes, le plus court chemin entre les deux correspond à l'arc de la circonférence de la Terre. Dans les cas où ces deux points sont situés sur la même latitude ou la même longitude, il suffira de calculer respectivement l'arc de parallèle ou l'arc de méridien qui correspond. Ainsi, pour calculer la longueur d'un arc de méridien, il faudra multiplier la différence absolue de latitude entre les deux points en radians par le rayon de la Terre. En revanche, pour le calcul d'un arc de parallèle, c'est dans ce cas la différence absolue de longitude entre les deux points en radians qu'on multipliera par le rayon du parallèle.